C'est gentil. Parce que je sais que c'est le début de l'après-midi, c'est compliqué, le déjeuner, tout ça. Alors, bon, on m'a présenté, mais je vais me représenter. J'ai mis des grosses icônes pour que ça soit facile, vous voyez, pour démarrer. Et on va commencer par en bas à gauche, les boîtes par lesquelles j'ai bossé. Alors, j'ai mis un logo Netscape parce que normalement, ça fait frémir les vieux. Il y a des vieux dans la salle? Ouais, il y a des vieux. Ça frémit ou pas? Ouais, bon, d'accord. Alors, et puis après, il y a le logo Mozilla Firefox, où j'ai passé 17 ans. Alors, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que Firefox. Et une fois, j'ai entendu un jeune qui disait mais si, Firefox, c'est le navigateur de tes parents. Putain, le coup de vieux. Donc, si tu veux, ça veut dire que Netscape, c'est le navigateur de tes grands-parents, en gros, quoi. Ça fait deuxième coup de vieux. Bon, après, je suis passé chez Cozy Cloud, chez Quant, chez Scaleway, et maintenant, je suis chez Autalk Technologies. Depuis presque 25 ans, même plus que ça, je publie sur le web, oui, 28 même, dont le Standblog qui a 22 ans, j'ai écrit des livres, et maintenant je fais plutôt des podcasts, un podcast sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui qui s'appelle l'Octet Vert, que je fais à titre personnel, et un que je fais au sein d'Octo qui s'appelle Frugarilla. Voilà. Et puis, dans mon copieux temps libre, c'est-à-dire en gros la nuit, j'ai travaillé successivement pour le Conseil national du numérique, la CNIL. Alors, et tout ça, c'est des apports bénévoles, le Conseil national d'éthique du numérique et depuis peu le CIGREF. Mais moi, je suis pas venu pour parler de moi, mais plutôt pour parler de choses intéressantes, à savoir d'écologie et d'empreinte écologique du numérique. Mais évidemment, on vous le dira, pour faire une bonne conférence, il faut raconter une histoire. Et donc ça commence forcément par « Il était une fois ». Et il était une fois Gordon Moore et la loi de Moore. Tout le monde a entendu parler de la loi de Moore. Vous avez entendu parler de la loi de Moore dans la salle là? C'est un peu mou là. Putain, même, ils n'arrivent même pas à lever les bras. Alors, en fait, elle a vraiment commencé en novembre 1971 avec cette magnifique bête de course qui a changé le monde, le Intel 4004. Et le Intel 4004 est à la fois une bête de course parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'était le premier microprocesseur commercial, et en même temps totalement honteux par rapport à ce qu'on fabrique aujourd'hui chez Intel. Hein, à l'époque, mode 4 bits sur le Intel 4004, mode 64 bits sur le Intel Core i7. Vous savez que dans un processeur, ou vous ne savez pas, j'en sais rien, mais dedans il y a une horloge qui séquence, cadence l'exécution des instructions. Et là, elle tournait à 0,74 MHz, et maintenant, elle tourne en gros 5000 fois plus vite. Il y avait un corps, un cœur, et maintenant, ça dépend du nombre de cœurs que vous avez dans le processeur actuel, mais 10, c'est pas affolant, quoi. Alors, c'est le premier microprocesseur commercial parce que c'est celui que vous pouviez acheter. Avant, il y avait déjà des microprocesseurs, il n'y en avait pas beaucoup. Et quand vous vouliez l'acheter, vous ne pouviez pas, parce qu'en fait, autour du microprocesseur, il y avait un avion de chasse. Et bon, forcément, ça limite la capacité d'achat, quoi, forcément. Donc, la loi de Moore, elle a été édictée par Gordon Moore, Gordon que voici, qui est mort il y a un peu plus d'un an. Et Gordon, il avait cofondé Intel, et d'ailleurs, il a fini 96e fortune mondiale quand il est mort. Et Gordon, en fait, il a observé que, avec le niveau de recherche et développement qu'ils faisaient dans la Silicon Valley, ils étaient capables de doubler le nombre de transistors. Le transistor, en gros, c'est la plus petite partie d'un semi-conducteur. Ils arrivaient à doubler le nombre de transistors tous les 2 ans. Donc ils étaient en train de faire ça. Il a édicté en 1965, donc avant même l'arrivée du Intel 4004, 6 ans avant quand même. Et puis en fait, après, c'était pas tant une observation qu'une décision, une planification industrielle. Ils ont décidé de mettre en œuvre de la recherche et du développement, de la construction d'usines pour tenir cette accélération et continuer cette loi de Moore. Et il a bien fait, parce que ça a donné des processeurs infiniment plus puissants aujourd'hui qu'à l'époque, et en plus, donc, il a fini richissime. Donc, globalement, il n'a pas perdu dans l'affaire.
voyez que l'échelle à gauche, elle est logarithmique. Hein. En bas, à gauche, le Intel 4004, 2300 processeurs. Et chaque créneau, c'est 1000 transistors, 5000, 10 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million. Et en haut, 50 milliards. Et donc, il y a 22 millions de fois plus de transistors dans un processeur Intel récent que dans le 4004. Et donc, en théorie, c'est 22 millions de fois plus puissant, multiplié par le fait qu'en plus, ça tourne 5000 fois plus vite. Donc, en gros, je pense que ça tourne à genre 11 milliards de fois plus rapide aujourd'hui qu'en 71, si on multiplie la fréquence par le nombre de transistors. Alors, il y a un truc, parce qu'évidemment, la loi de Moore, c'est facile à retenir, ça double tous les 2 ans. Du coup, on a retenu la puissance double tous les 2 ans. Oui, c'est pas tout à fait ça. Mais il y a des trucs sous-jacents qu'on ne prendra jamais le temps d'expliquer. Premièrement, si vous multipliez le nombre de transistors dans un processeur, il faut que le prix de chaque transistor il baisse. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec des machins qui valent 5 millions d'euros et du coup, personne n'en achète. C'est pas comme ça qu'on devient riche, en fait. Enfin, ou alors, c'est une autre façon de faire. Mais ce qu'ils ont réussi à faire chez Intel et dans l'industrie des processeurs, c'est de faire que tout le monde en a, partout, dans sa poche, dans son sac à main, dans son sac à dos, sur son bureau, dans son lave-linge, dans son frigo, etc. etc. Donc il faut impérativement que le prix unitaire du transistor baisse en même temps que le nombre de transistors augmente. Il faut aussi, de la même façon que la consommation électrique du même semi-conducteur, baisse à chaque génération. Parce que sinon, si vous mettez 22 millions de fois plus que dans un Intel 4004, ça veut dire qu'il va falloir une centrale nucléaire au cul de chaque microprocesseur. Et ça, c'est pas faisable. Et puis, évidemment, la fréquence d'horloge, on l'a vu, elle a augmenté, et puis le nombre de cœurs a augmenté. Ça, c'était en plus. Il y a un truc un peu moins glorieux avec la loi de Moore, c'était la loi de Wirth. Et elle doit son nom à Niklaus Wirth. Alors lui, avec le nom qu'il a, oui, il était suisse-allemand. Hein. Et puis, vu la tête qu'il fait, il n'est pas content. Et Niklaus, qui est un type brillantissime, il a eu le prix Turing, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel de l'informatique. C'est lui qui a inventé le langage Pascal, mais il a inventé d'autres langages aussi. C'était vraiment un type brillantissime. Et il disait, le logiciel ralentit aussi vite que le matériel accélère. Hein? Oui, oui. C'est-à-dire que vous avez des machines plus puissantes, mais dessus, on met des logiciels de moins en moins bons. Et l'un compense l'autre. Et c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Quelques exemples. Alors, déjà, on l'a rephrasé facilement. En fait, à une époque, on disait « ce que Intel vous donne, Microsoft vous le retire ». Et en fait, c'est vraiment ça. Et la preuve en est, c'est que si vous preniez le Windows 98 avec Office 97, donc Word, Excel, etc., et vous regardez la configuration minimale, les specs, vous avancez de 20 ans, en fait, il faut 171 fois plus de RAM. Et évidemment, en 20 ans, les microprocesseurs, ils sont des millions de fois plus rapides. Et votre document Word, il n'est pas 171 fois mieux. Alors, il est plus joli. Hein. Oh oui, maintenant on peut mettre... Alors, il y avait déjà de l'italique, mais maintenant, on peut mettre des emojis, hein, quand même. Hein. On peut écrire de droite à gauche, il y a un correcteur orthographique, ça c'est mieux, parce que votre texte est quand même meilleur. Bon, le niveau baisse en même temps, je ne sais pas si c'est lié. Bon, le niveau grammatical baisse aussi, mais du coup, il y a un correcteur grammatical, ça compense aussi. C'est bien, mais est-ce que c'est 171 fois mieux? Je ne suis pas certain. De même, une page web, en 25 ans, sa taille a été multipliée par 150. Rien que dans la home de LinkedIn, il y a un JavaScript de 50 mégaoctets. C'est juste pour afficher son CV et faire un chat. À mon avis, c'est un peu exagéré, mais bon. Et même au niveau du matériel, si vous prenez un Lenovo X1 Carbone, il y a quelqu'un qui a filmé le temps quand on appuie sur la touche on appuie sur la touche et ça s'affiche sur l'écran, et c'est 5 fois plus lent qu'un Apple II de 1983. Donc en fait,
C'est comme si on courait de plus en plus vite sur un tapis de course qui accélérait de plus en plus vite, donc on fait du surplace. On a des bêtes de course et on gaspille la ressource qui nous est donnée par le matériel. Alors pourquoi? Ce n'est pas du complotisme du tout, c'est de la flemme. C'est de la flemme et un sens économique bien posé. Pourquoi? Parce que quand on essaye d'optimiser un logiciel, d'abord on essaye de résoudre le problème, et on le résout déjà pas très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu dire qu'il y a parfois il y a des bugs dans le logiciel. C'est une légende urbaine, hein. Mais enfin bon, ça peut arriver. Donc il peut y avoir des bugs dans le logiciel, et il faut corriger les bugs. Et puis bon, quand on a corrigé les bugs et qu'on a un truc qui marche, eh ben, on est bien content. Mais on n'est pas du tout sûr que la façon dont on a résolu le problème et développé la feature est bien la meilleure façon de faire. Si ça se trouve, il y a un algorithme vachement plus smart, vachement plus UX, qui aurait permis de faire beaucoup plus vite ou avec beaucoup moins de ressources. Mais seulement, on ne prend jamais le temps de chercher cet algorithme en question. Pourquoi? Parce que de toute façon, on s'en fout de faire plus vite, puisque dans 2 ans, va sortir une nouvelle génération de machines qui va faire que mon algorithme, même s'il est écrit avec les pieds, eh ben, ça tourne suffisamment bien. Et si je me casse le tronc à optimiser mon code, ben en fait, cette optimisation, cet effort, il va être dilué dans le fait qu'il y a des nouvelles machines plus rapides, plus puissantes, et on ne va même pas s'en rendre compte, on aura oublié dans 2 ans que c'était rapide. À l'inverse, le temps de l'informaticien, paraît-il, étant cher, encore une légende urbaine, eh bien, on va plutôt décider de mettre le développeur à travailler sur une nouvelle fonctionnalité. Parce que s'il travaille sur une nouvelle fonctionnalité, le logiciel il est plus désirable, il fait plus de choses. Sur le marketing, on peut dire c'est nouveau, on augmente la liste des nouvelles features pour la nouvelle version, c'est cool, on est plus concurrentiel et c'est génial. C'est génial, sauf que, comme on a rajouté des fonctionnalités, le soft il n'est pas mieux, enfin il est plus gros, en tout cas, il est plus lourd, il nécessite plus de ressources pour tourner, et en plus, on n'a pas passé de temps à l'optimiser, donc il n'est pas optimisé. Voilà. C'est exactement ça, ce mécanisme qui est au cœur du problème de la loi de Wirth. Le logiciel ralentit aussi vite que le matériel accélère. Et c'est ainsi qu'on se retrouve dans la situation où souvent, et peut-être l'avez-vous dit, mon ordinateur, ou mon smartphone, ou mon serveur, il est devenu trop lent, il faut que je le change. Ça ne devient pas trop lent. Ça ne devient pas plus lent. Ce n'est pas comme le silicium commençait à se dégrader et tournait moins vite. Mais non, il y a un quartz dans votre machine qui détermine la fréquence, et ce quartz, il ne varie pas de fréquence. Votre processeur ne devient pas plus lent. Il y a des exceptions. Chez Apple, à une époque, il aurait dégradé la vitesse de l'iPhone pour économiser la batterie quand elle était vieille. Ou bien ça peut être votre machine qui est pleine de poussière et elle commence à trop chauffer, et à ce moment-là, ils la ralentissent pour pas qu'elle chauffe. Mais c'est des incidents. Vous le nettoyez et il repart aussi vite qu'avant. C'est juste que sur votre matériel qui tourne toujours à la même vitesse, on met successivement des couches logicielles de plus en plus grosses et de moins en moins optimisées. Et du coup, on balance ce matériel à la poubelle. Et on ne sait pas très bien le recycler, voire très très mal le recycler. C'est dommage parce qu'en fait, il fonctionne bien. On l'a vu, un Samsung Galaxy S4 d'il y a 11 ans, ça tourne encore aujourd'hui, si on se donne les moyens de mettre du logiciel à jour dessus et qu'on optimise ce qu'on fait dessus. C'est dommage parce qu'un smartphone s'est changé en moyenne tous les 3 ans. Et là, je vais vous balancer une hypothèse complètement délirante, et si la loi de Moore s'arrêtait? Alors, j'ai mis cet emoji parce que, en fait, c'est flippant. Parce que même les plus vieux d'entre nous ici, donc ça veut probablement dire moi, eh bien, on est arrivé dans l'industrie où la loi de Moore, elle existait déjà. Tout le monde dans l'industrie a vécu dans une industrie qui était régie par la loi de Moore. Donc on est comme les poissons dans l'eau, on ne se rend pas compte qu'il y a de l'eau, parce qu'elle est partout et qu'on l'a toujours connue. Donc là, je suis en train de vous dire, on va retirer l'eau,
Normalement, vous devez flipper, quoi, si vous êtes des bons poissons. Eh bien, en fait, c'est une bonne chose si cette loi de Moore, elle s'arrêtait, et je vais vous expliquer ça. Alors, ça demande de faire preuve un petit peu d'ouverture d'esprit, et là, je vais vous citer Upton Sinclair, qui disait « Il est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre ». Et c'est hyper vrai, vous allez voir. Donc, nous, en fait, on ne s'en rend pas bien compte, mais on est payé pour ne pas comprendre qu'il faudrait arrêter la loi de Moore. Donc, essayons d'ouvrir nos chakras, d'imaginer, de faire preuve d'ouverture, se dire « Ok, ouais, on va voir. Et si elle s'arrêtait, ça donnerait quoi ?» Eh bien, ça donnerait, par exemple, cette citation que j'ai trouvée dans un roman de Becky Chambers, que j'aime beaucoup, où, en fait, le héros, on lui donne un ordinateur, et cet ordinateur, il le reçoit à 16 ans, et il l'emmènera jusqu'à la tombe. Alors, il fait réparer, etc. Mais on peut imaginer, si la loi de Moore s'arrête, on peut s'imaginer avec des ordinateurs, des smartphones, des terminaux, des serveurs, qui durent toute la vie. Et ça change tout, parce qu'évidemment, on produit beaucoup moins de déchets, et donc une moindre empreinte écologique. Je bois un coup, ça fait monter le suspense. Alors, ben oui, il y a un truc, c'est que l'impact du numérique, en fait, et ça c'est valable pour la France, c'est un petit peu différent dans d'autres pays, forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément le même mix énergétique, mais en gros, l'essentiel de l'impact environnemental du numérique, c'est pendant la phase de fabrication. Et ça, le jour où vous recevez votre ordi dans sa belle boîte ou votre smartphone et que vous le déballez, oh, il est beau, c'est Noël, machin, tout ça. Mais en fait, non, l'empreinte, elle a déjà été produite. En émissions de gaz à effet de serre, 83%, ils ont déjà été émis. Pourquoi? Parce qu'il a fallu creuser des mines, il a fallu traiter le minerai, il a fallu mettre ça dans des camions, ensuite dans des bateaux, ensuite vers la Chine, ensuite vers Taïwan, ensuite ça revient en Chine, ensuite on refabrique le matériel, etc. Et ensuite on le met dans un avion, et ensuite votre smartphone il arrive. Et là, 83% des gaz à effet de serre ont déjà été émis. Donc si vous voulez baisser l'empreinte, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez garder, vous devez amortir, au sens comptable du terme, ces 83% d'émissions de gaz à effet de serre, vous devez les garder. Si vous gardez votre téléphone ou votre ordi pendant 10 ans, eh bien évidemment, ça réduit. Alors que si vous le changez tous les 2 ans, tous les 3 ans, eh bien, ça veut dire que dans 3 ans, vous allez réémettre à nouveau la dose. Et finalement, l'utilisation, en France, surtout parce qu'on a de l'énergie nucléaire à base de barrages électriques et de nucléaire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec le nucléaire, hein, je vous parle juste d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, évidemment, les émissions, elles sont faibles. Mais au niveau de l'eau, c'est pareil, parce que fabriquer des machines, ça consomme énormément d'eau, surtout les processeurs. Et puis, en termes de ressources matérielles, de minerais, évidemment, votre smartphone ou votre serveur, il ne mange pas du fer ou du cuivre pendant qu'il tourne. Non, c'est pendant qu'il est fabriqué. Voilà. Et donc, la phase d'utilisation, c'est beaucoup moins d'empreintes. Et évidemment, on s'est rendu compte, je ne sais pas si vous avez entendu parler du changement climatique. Donc ça a donné des trucs bizarres. Donc en Angleterre, c'est pas quelqu'un qui a laissé couler sa baignoire. Au Brésil, c'est pas un barbecue qui a mal tourné. En Louisiane, c'est pas un mec qui a mal garé sa baraque au-dessus de son SUV. Et dans l'Oregon, c'est pas un feu d'artifice. Voilà. Tout ça, c'est le changement climatique. Le changement climatique, en gros, c'est des phénomènes météorologiques extrêmes, donc qui sont plus forts et qui arrivent plus souvent. Et ça, en fait, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Mais ça fait des décennies que c'est en train de se préparer, que ça arrive, et on ne se rend pas bien compte que la température moyenne monte, et pourtant, c'est le cas. Alors sur cette diapo, on voit 3 choses. On voit en texte, c'est le nom de toutes les conférences et grandes décisions qu'on a prises pour arrêter le changement climatique. La petite ligne noire, c'est la quantité de CO2 dans l'atmosphère qui monte gentiment, mais genre de plus en plus. Donc en fait, en texte, c'est tout ce qu'on a décidé qu'il fallait que ça s'arrête. Et en fait, on voit que ça ne s'arrête pas du tout.
Et les lignes bleues et rouges, c'est ce qu'on appelle les climate stripes, ça indique la température moyenne de la planète. Ben, c'est comme dans votre salle de bain, le robinet bleu, c'est froid, le robinet rouge, c'est chaud, et là, la planète, quand elle est chaude, c'est pas bon. Et vous voyez, c'est assez clair que plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il fait chaud. Et que plus on fait de conférences, d'accords, de Copenhague, de Paris, de machin, etc., rien ne change. C'est un problème. Alors, en fait, c'est pas génial, mais ça pourrait être pire. Ça, c'est les différents scénarios de changement, de réchauffement climatique. En rose, donc c'est de plus en plus large ce cône parce que c'est parce qu'il y a c'est de moins en moins précis dans le futur. Hein, plus c'est loin, moins on sait. Mais en gros, c'est ce qui se serait passé si on n'avait rien décidé quant aux politiques climatiques. S'il n'y avait aucune décision politique de ce point de vue-là. Et bien là, on irait entre 4 et 5 degrés. Et 4 à 5 degrés, c'est une catastrophe intégrale. En fait, la planète devient totalement invivable. Donc ça veut dire que les gens, ils n'ont plus de quoi se nourrir chez eux, parce que soit c'est inondé, soit il y a de la sécheresse, etc. Donc ils quittent chez eux, ils se déplacent, ils vont dans les pays voisins. Les pays voisins ne sont pas contents parce qu'eux aussi ont des problèmes. Problèmes de santé, problèmes de malnutrition, conflits armés, l'horreur, la guerre civile. On n'en veut pas, en gros, pour faire simple. En orange, c'est là où on est, c'est les décisions qu'on a prises, et si on continue à les suivre, on va arriver entre 2,5 et 2,9 degrés. C'est aussi une catastrophe. Et ce n'est pas gagné qu'on respecte les décisions qu'on a prises. Regardez sur le glyphosate, la politique française fait un moonwalk superbe qu'aurait fait pâlir Michael Jackson. Sur plein de décisions comme ça, on fait marche arrière. Donc ce n'est pas complètement gagné qu'on soit dans le orange. Et en fait, il faudrait être dans la dernière ligne du bas, 1,5. C'est ça l'accord de Paris. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de 1,5, en fait, le climat, il s'emballe et un certain nombre de processus se mettent en route et deviennent inarrêtables. Donc c'est pour ça qu'il faut rester là. Ce n'est pas juste une question de confort. C'est que ça part en vrille, en fait, si on est au-dessus de 2 degrés. Eh bien, ce n'est pas du tout le chemin qu'on prend, parce que, non, parce que vous voyez, on continue à monter. Hein, la ligne noire, c'est la trajectoire actuelle. Alors, on a dit qu'on changerait plus tard. Vous savez, c'est comme les alcooliques qui veulent arrêter de boire. Je sais de quoi je parle. Eh bien, en fait, même si on respecte les décisions qu'on a dit qu'on prendrait plus tard, on arrivera à 2,1 degrés. Évidemment, ça, c'est des engagements pour plus tard, ça n'engage pas à grand-chose. Ce n'est pas juste une question de climat et de température, c'est aussi de la biodiversité. Parce que là, je vous parlais du futur. Le climat va mal tourner. La réalité, c'est que la biodiversité, c'est-à-dire la multiplication des espèces sur la planète, eh ben, c'est la chute libre. Et ça, c'est un graphique du passé. On commence en 1970 et on arrive à aujourd'hui. Et vous voyez que la biodiversité, elle s'est effondrée. Ce n'est pas la première fois. La dernière fois, c'est quand les dinosaures ont disparu. Mais là, ça arrive très très vite et avec l'humanité sur la planète. Donc, c'est un problème. Pourquoi ce genre de choses arrive? En fait, c'est que pour fabriquer des ordinateurs, il faut des matériaux. Par exemple, il faut du cuivre. Évidemment, du cuivre. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un PC, mais toutes les pistes, elles sont en cuivre. Donc il faut du cuivre. Alors ça, à gauche, vous voyez, c'est une des plus grandes mines du monde, en Afrique du Sud. Elle s'appelle Palabora. Et la boule orange que vous voyez, c'est une boule qui est générée par ordinateur. Elle n'existe pas vraiment, mais c'est la taille du cuivre qu'on a retiré de ce trou, qui est mineur, tout petit par rapport à ce trou qui fait 700 mètres de profondeur. 700 mètres de profondeur, c'est pour ça qu'il y a une tour Eiffel. Hein. Plus de 2 fois la tour Eiffel en profondeur. Au point d'ailleurs que vous voyez, il s'est écroulé sur le côté droit. Et à droite, c'est la vue d'avion de la même mine. Et en fait, le trou immense de 700 mètres que vous voyez, c'est juste le machin où il y a le pixel blanc, là, vous voyez? Ça, c'est la boule de cuivre.
Mais tout autour, c'est des lacs d'acide sulfurique. C'est pas super bon pour la santé, quoi. Évidemment, c'est mauvais pour les populations qui habitent autour, c'est mauvais pour la biodiversité, et en fait, on détruit la planète comme ça. Alors, Dieu merci, il y a des mines plus petites. L'inconvénient, c'est qu'on y fait travailler des enfants. Bon. Et puis après, en fait, comme il faut bien se débarrasser des machines, mais qu'on a quand même intérêt à récupérer le cuivre, ça finit par exemple au Ghana, ici à Agbogblochi, qui est une banlieue de Accra, la capitale. Et des gens font brûler des fils de cuivre pour récupérer le cuivre. Ils meurent jeunes. Bah oui, forcément. Alors, on va revenir à l'informatique et des choses plus rigolotes. Mais je vous dis ça, c'est pas pour vous faire flipper, c'est pour vous ouvrir les yeux sur une réalité qui, en fait, dans laquelle on est tous, et ça veut dire moi aussi, impliqués. C'est-à-dire quand on achète un bidule électronique ou une machine en général, en fait, il y a des implications en amont, la mine, et des implications en aval, les gens à Agbogblochi. Et ça, évidemment, dans la pub Apple, ils ne vous le disent pas. C'est bizarre, d'ailleurs. Ils devraient couvrir tout le cycle de vie. Ben non, ils ne le font pas. Maintenant, on va parler d'une partie solution. Je vous ai parlé de la loi de Wirth, que donc, le logiciel ralentit aussi vite que le matériel accélère. Vous allez voir qu'on n'a pas fait d'optimisation, mais qu'on pourrait faire de l'optimisation, et que l'optimisation, en fait, c'est un trésor, c'est une réserve dans laquelle on ne puise pas encore, mais dans laquelle on pourrait puiser. Je vais prendre un premier exemple, c'est celui de Pierre Bessac, qui est un copain qui a fondé Gandhi.net, à l'époque où c'était cool. Pierre, d'ailleurs, je crois qu'il est candidat au Parti Pirate aux élections européennes. Donc, c'est le moment de penser à lui. Voilà. Pierre, il écrit, c'est un informaticien, il écrit du code, en l'occurrence, il avait écrit un script en Python qui prenait 6 heures pour s'exécuter. Puis il trouvait quand même que ça bouffait beaucoup de ressources. Il a passé son code au profiler, il s'est rendu compte que s'il mettait du cache à certains endroits stratégiques, il arriverait à accélérer le truc. Et maintenant, son code, il tourne, au lieu de 6 heures, c'est 6 minutes. 60 fois plus vite. Ça veut dire qu'en fait, il gaspillait 60 fois trop de ressources informatiques avant. Enfin, je ne sais pas, mais les jours où vous payez un truc 60 fois trop cher, vous vous en rendez compte, non? Puis vous dites que vous n'allez pas refaire pareil. Et bien là, c'est pareil. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. À cause de la loi de Moore, ou grâce à la loi de Moore, je ne sais pas. Deuxième exemple, ça c'est un de mes collègues de chez Octo. Lui, il fait du machine learning. Et là, il a un modèle, il entraîne un modèle de données. Ça prend 15 heures. Et il se dit quand même 15 heures, ça va pas, parce qu'il le fait tous les jours en plus. Donc ça a tourné du matos de dingue pendant 15 heures par jour, ça lui coûte une fortune. Et il se dit, je vais optimiser. Il optimise, et maintenant ça tourne en 10 secondes. 5400 fois plus rapide. Donc 5400 fois moins cher. Quand vous payez un truc 5400... Non, je vous l'ai déjà fait. Bon. Et alors là, le boss de fin, troisième exemple, Matt Parker. Alors lui, il écrit un code de merde, mais alors vraiment XXL. Il essaye de résoudre, il a fait une vidéo hilarante sur YouTube, je vous encourage à la regarder. Vous cherchez « Someone improve my code by 40 machin truc » là, et vous allez voir, c'est ça. C'est très très drôle. Matt, donc il écrit un bout de code pour résoudre un problème mathématique, logique. Son code, il tourne en 32 jours. Bon, il trouve ça un peu long, quand même, et il commence à en parler dans un podcast. Et les gens disent « Mais attends, ton problème, on peut sûrement faire mieux. » Et il écrit une version qui tourne en 15 minutes. Alors là, Matt commence à blêmir. Alors, quand même, 32 jours par rapport à 15 minutes, ça fait beaucoup. Et puis là, dans les commentaires du podcast, les gens commencent à s'enflammer. « Quoi, 15 minutes, je peux faire mieux ?» etc. Ils commencent à se tirer la bourre. À la fin, ils collaborent tous ensemble. Et maintenant, ça tourne en 6,7 millisecondes versus 32 jours.
Bon, alors, il y a des mecs qui sont arrivés, ne bougez pas, en Rust, je vais vous régler le truc. Après, non, non, c'est plus, sinon rien. Non, non, moi je peux le mettre, mais avec des bouts d'assembleur. Enfin bon, la totale, quoi. Vraiment, c'était la foire de l'informatique. Mais en tout cas, ils ont réussi à faire 408 millions de fois plus rapide. En fait, ils sont tous assez fiers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Beau gosse, hein, vous voyez, ben voilà. C'est ça l'effet que ça vous fait quand vous réussissez à optimiser du code, d'être fier de vous. Et donc, de mon esprit malade est sortie la loi de Hierome, c'est-à-dire Moore, mais à l'envers. C'est pour ça que le pauvre Gordon, je l'ai suspendu par les pieds, là. Et cette loi de Hierome, donc Moore à l'envers, c'est une loi, c'est pas quelque chose que j'observe, c'est quelque chose que je décide, exactement comme la loi de Moore. Je décide. Il va falloir m'aider parce que je ne suis pas sûr que je puisse le faire tout seul. Mais nous décidons d'optimiser le logiciel d'un facteur 2 tous les 2 ans. Mais quand vous avez des plans comme ça, vous arrivez à optimiser d'un facteur 408 millions, 2, ça ne paraît pas beaucoup. Ou parfois c'est juste 5400 fois, ou parfois c'est juste 60 fois, mais c'est déjà bien. Eh bien, optimisons d'un facteur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un ordinateur, on va dire que ça c'est 100% du CPU. Vous optimisez d'un facteur 2, ça prend 2 fois moins de CPU, donc ça libère ça de CPU. Et donc vous pouvez utiliser cette ressource pour développer de nouvelles fonctionnalités. Et donc, vous n'avez pas changé de matériel, et pourtant, vous avez 2 fois plus de puissance de calcul qu'avant. Donc, vous ne changez pas de matériel, vous faites de l'optimisation, vous libérez de la ressource, et vous continuez à innover. Rappelez-vous, c'est la fabrication qui plombe l'addition. Ce n'est pas l'usage. Donc, si vous gardez votre ordinateur très longtemps parce que vous optimisez, vous divisez par 4 ou 5 votre empreinte écologique. Alors par contre, on n'optimise que sous la contrainte. On l'a vu, si on n'est pas forcé d'optimiser, on n'optimise pas. Mais il y a des fois où on optimise, quand le matériel ne peut pas évoluer, quand vous avez vendu des millions de consoles, et que vous savez bien que les gens ne vont pas changer le processeur de leur console, ou rajouter de la RAM dans leur console, ou ce genre de trucs. Eh bien, vous optimisez pour faire des choses mieux. Et on a vu des jeux absolument extraordinaires faits pour travailler, pour tourner sur des machines qui étaient pourtant dépassées. Ou alors, il y a des fois où on fait des batchs. Puis les batchs, on se rend compte que quand ils durent 20 heures, ben on va avoir et que ça ne cesse de monter, on va avoir du mal à les faire tourner tous les jours, parce que, bah oui, parce qu'il n'y a que 24 heures par jour. Ou alors, quand vous êtes dans du matériel que vous envoyez dans l'espace, bah là, vous savez bien que vous n'allez pas envoyer un technicien pour rajouter une barrette de RAM. Bah pareil, on optimise. Alors là, maintenant, on a une contrainte, une nouvelle contrainte, qui est une contrainte, moi je qualifierais de morale, qui est que on ne peut pas continuer à ruiner la planète parce qu'on a peut-être une descendance où on prévoit d'en avoir une. Alors, l'inconvénient, c'est que la contrainte morale dans le business, quand il faut choisir entre le pognon et la planète, souvent le type en rouge, il clique sur le bouton de gauche. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. Donc, la notion de contrainte morale, elle n'est pas tout à fait contraignante quand même. C'est un peu triste. Moi, je pense qu'il y a quand même une contrainte morale, c'est que quand vous obligez vos informaticiens à faire un travail de merde, peut-être que l'informaticien, il va aller bosser dans une boîte où on ne l'oblige pas à faire du travail de merde. Donc en fait, il y a une petite contrainte aussi pour nous, en tant qu'informaticiens, de choisir les employeurs où on ne nous oblige pas à faire un travail de merde. Alors j'ai une deuxième contrainte, et c'est une très bonne nouvelle, c'est que la loi de Moore, elle est presque morte. Elle est morte. Presque. Donc, je vous rappelle la loi de Moore, telle qu'on l'a vue, hein, de 1970 à 2020. Et ben, en fait, le fait que le prix unitaire doit baisser et que la consommation électrique doit baisser, sinon ça ne marche pas. Et ben, en fait, tout ça, ça s'est arrêté. Ça, c'est la puissance effective des processeurs au fil du temps. Et on voit que jusqu'en
2004, ça monte hyper vite. 2003, pardon. De 2003 à 2011, c'est un peu plus plat, mais que, en gros, depuis 2015, l'évolution, elle est minime. Et ça, je peux le prouver. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, comme pour moi. Moi, je fais le service informatique pour toute la famille. Et donc, l'autre fois, je récupère un ordinateur que ma fille me rend en me disant « Papa, je me suis acheté une nouvelle machine pour faire du montage vidéo 4K. Je te rends ta vieille machine. » OK ? Et du coup, je me dis « Bah tiens, et celui-là, c'est mon ancien ordinateur d'il y a longtemps. Je vais le filer à ma mère, qui a mon ordinateur d'il y a encore plus longtemps. Et comme ça, je vais récupérer son vieil ordinateur pour mettre ce nouvel ordinateur, enfin qui est nouveau, moyen, qui est moins vieux, et ça sera bien. Et je vais voir ma mère, je fais « Maman, tu sais, le vieux MacBook Air, je vais te le remplacer par un MacBook Pro plus récent, tu vas voir, il est génial. » Oh ben non, il marche très bien. Ah bon? Oui, oui, il marche très bien. Moi, j'utilise Firefox, j'utilise Thunderbird, ça marche très bien. Je vais sur le banc, à la banque, je vais voir Météo France, ça marche nickel. Je dis, oui, non, mais quand même, celui que je vais te filer, il est mieux, quoi. Donc, et là, je me dis, quand même, il faudrait que je regarde de quand ils datent les deux. Alors, le nouveau, 2016, l'ancien, 2011. Bon. Alors, je lui ai repris celui de 2011, je me suis emmerdé à tout transférer sur celui de 2016, qui marche toujours aussi bien. J'ai filé celui de 2011 à un étudiant qui n'avait pas le sou et qui avait besoin d'un ordinateur pour prendre des notes. Et bon, comme il a 17 ans, ce con, je suis sûr qu'il va nous le péter en 6 mois. Bon, s'il me pète une machine de 2011, tant pis. Ça me fait un peu mal aux fesses, mais bon, tant pis. Mais au moins, ma mère, elle a une machine qui est repartie pour 4 ans. Ça veut dire qu'en gros, des machines de 2011, c'est une bonne machine, hein, Core i7, 16 Go de RAM, une bonne machine. Mais elle tourne, mais top, quoi. Et c'est concret, elle marche vraiment bien. Alors, elle ne fera pas du montage 4K avec, ça c'est sûr. Mais ça marche vraiment bien. Parce qu'on le voit, ça s'est arrêté en 2015, en gros, la loi de Moore. Et d'ailleurs, alors c'est pas une super bonne nouvelle pour les gens de Intel et de AMD. Il n'y a aucun trucage dans cette photo. Ils ont déclaré la même chose à 6 mois d'intervalle, exactement la même chose. Non, elle n'est pas morte, elle est juste un petit peu ralentie. Ben oui, parce que si vous dites elle est morte, les mecs ils vendent plus un processeur, et le cours de bourse n'est déjà pas brillant, ça va plonger grave. Et puis, on parlait des fréquences d'horloge. Mais la fréquence d'horloge, ça s'est arrêté. Moi, j'avais un Apple II à 1 MHz. Maintenant, ma machine, elle tourne à 4 GHz, mais c'est toujours 4 GHz depuis des années. Peut-être 3600 MHz, vous voyez, mais ça plafonne. Le prix par transistor, il s'est arrêté en 2011. La baisse s'est arrêtée en 2011. Donc en fait, si vous trouvez que les machines NVIDIA sont chères, c'est normal, parce qu'elles embarquent énormément de transistors, et le prix du transistor, il ne baisse plus. Et donc, forcément, ça vaut plus cher. Alors les GPU, justement, puisqu'on parlait d'NVIDIA, ceux qui nous permettent de faire de l'IA, ou ce qu'on appelle aussi des NPU, Neural Processing Unit, eux, ils ont un petit sursis, parce que la vérité, c'est le Intel x86 qui est mort, c'est-à-dire le processeur qui équipe les PC et les serveurs. Lui, il est mort de mort. Enfin, c'est pas qu'il est mort, il marche toujours très bien. C'est juste qu'il ne progresse plus. Pour lui, la loi de Moore est morte. Il plafonne. C'est un produit qui est technologiquement complètement mûr. Il ne va pas aller plus vite. C'est fini. C'est pour ça que les gens de chez Intel serrent les fesses et chez AMD aussi, et que NVIDIA décolle autant. Eux, ils ont un léger sursis, mais le problème, c'est que ça consomme de plus en plus. Ce qui est une mauvaise nouvelle, parce que si chaque transistor consomme de plus en plus, en fait, on est mal, quoi. En fait, on ne continue pas la baisse de consommation électrique avec les nouvelles machines.
Et puis les prix augmentent parce que le prix des transistors ne baisse plus et qu'il y a de plus en plus de transistors dans un processeur. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a un truc qui ne va pas changer. Hein, là, alors, ce graphe-là, c'est la performance du code. En abscisse, en ordonnée, c'est la maintenabilité, sa lisibilité du code. En gros, quand vous êtes développeur débutant, vous êtes en bas à gauche. Vous écrivez mal un code pourri. J'ai été débutant, hein, longtemps. Et aujourd'hui, je suis médiocre. Donc, c'est pas pour moi que je dis ça. Hein. Donc, un développeur débutant, il débute, c'est normal, il n'est pas bon. Son code, il n'est pas facile à maintenir. Et souvent, il n'utilise pas le meilleur algorithme pour résoudre un problème. C'est OK. Ça fait partie de la vie. Mais il faut le faire monter en compétences. Il faut l'amener vers de la seniorité. Lui apprendre à faire des trucs plus smart, à mieux choisir ses algorithmes, mieux choisir ses types de variables, avoir une meilleure connaissance de la machine, de la performance, de la consommation, mieux comprendre son métier, tout simplement. Moi, j'appelle ça du software craftsmanship, mais vous appelez ça comme vous voulez, ou de la montée en compétences. Et avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience, il fait du code plus performant et du code plus lisible et du code plus maintenable. Ça, c'est bien. C'est normalement comme ça que ça marche dans une carrière, et il faut que ça continue, il faut mettre le focus là-dessus. Et après, il va peut-être devenir dev senior. Et dans un deuxième temps, on va faire du e-room. On va commencer à identifier les éléments critiques qui posent problème. Les endroits où Matt Parker a laissé ses traces. Les endroits où on a mal choisi l'algorithme pour résoudre le problème. Et on va attaquer ça spécifiquement, on va optimiser ces problèmes-là. Alors je ne vous demande pas de faire 408 millions de fois plus rapide, mais déjà quelques centaines de fois plus rapide, en simplifiant, ça va consommer quelques centaines de fois moins de ressources. En se méfiant, toutefois, que comme Matt Parker et ses copains, quand ils sont arrivés à 6,7 millisecondes au lieu de 32 jours, ils avaient foutu du Rust, de l'assembleur, ils travaillaient sur plusieurs corps en même temps, c'était un truc de dingue. C'est hyper compliqué, c'est immaintenable, et c'est chouette parce qu'on a 408 millions de fois, mais ça n'est pas la solution. Et si on se mettait à faire ça partout, en fait, on aura du code pas maintenable. Ce qu'il faut, c'est trouver la juste place sur le curseur, trouver là où il faut investir et jusqu'où ne pas aller trop loin pour optimiser les ressources. Et avec ça, donc, on va faire de la loi d'e-room, on va optimiser les logiciels d'un facteur 2, juste 2. Pas 408 millions de fois, juste 2. Et on a 2 ans pour ça. Et après, on recommence, on a 2 ans pour ça. Et à ce moment-là, on fait du numérique qui est plus respectueux des limites planétaires, on arrête de gaspiller des ressources, on ne change plus le matériel. On fait du travail de meilleure qualité, donc on peut bomber le torse, croiser les bras et se regarder dans le miroir en disant « Ouais, beau gosse !» Et on continue à innover parce qu'on libère de la ressource et on peut continuer à inventer de nouveaux usages. Et en fait, c'est pour ça qu'on a rejoint le numérique. Je ne sais pas combien de temps il reste. Il y a peut-être un peu de temps pour les questions ou bien 6 minutes pour les questions. 5, ça commence à négocier au premier rang. 3, 2, non, ouais. Je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle ou pas? Vous braillez pour que je vous entende.